bienvenue à tous pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur des menaces cyber. Et oui, encore elle, mais c'est un sujet qui est, on ne peut plus d'actualité, surtout avec ce rapport qu'on a décortiqué pour vous. Il met en lumière pas mal de changements, de dangers nouveaux, on va dire, apparus en 2024. Exactement, c'est ça. Et franchement, que vous soyez de Nantes, que vous soyez d'ailleurs en France, que vous soyez un pro de la cybersécurité ou juste quelqu'un qui s'intéresse un peu à son ordi, à son téléphone, eh bien ça vous concerne. Tout à fait. Parce que le monde numérique, on le sait, il nous impacte tous. Mhm. On va essayer ensemble, pendant ce deep dive, de décortiquer ce rapport, d'en sortir vraiment la substantifique moelle, les points clés à retenir, pour mieux comprendre ce qui s'est passé en 2024 et comment se protéger en fait. Absolument. L'idée, c'est vraiment de donner les clés aux auditeurs pour qu'ils puissent appréhender ce monde de la cybermenace qui est en constante évolution. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Et justement, en parlant d'évolution, on va commencer par un événement majeur qui a marqué l'année 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Ah oui, forcément, un événement planétaire. C'est une cible rêvée pour les cybercriminels. Tout à fait. Et ça a été le cas, d'ailleurs, le rapport le montre bien. Imaginez, vous êtes un pirate informatique. Un événement comme les Jeux OP, c'est une vitrine mondiale, c'est des millions de personnes connectées, des infrastructures critiques à potentiellement perturber. Ouais, et puis il y a l'image de la France aussi qui est en jeu. Exactement. L'enjeu, il est énorme. Et d'ailleurs, les experts, ils prévoyaient une multiplication des cyberattaques par 8 ou 10 par rapport aux Jeux de Tokyo. C'est colossal. Oui, c'est ça, c'était vraiment l'inquiétude. On s'attendait à une vague massive d'attaques. Et alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé en vrai? Qu'est-ce que dit le rapport de l'ANSSI? Parce que moi, j'étais plutôt surpris par les conclusions. Oui, alors c'est là que c'est intéressant. En fait, malgré toutes ces craintes, aucune cyberattaque n'a réussi à vraiment perturber les jeux. Ah ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle ça, non? Oui, c'est une très bonne nouvelle. L'ONU-6 n'a pas constaté de ciblage massif et spécifique des JOP par des groupes de cybercriminels. L'activité est restée dans la norme, on va dire. Donc les pirates ont été dissuadés, c'est ça? Ou alors ils se sont dit, bon, on va s'attaquer à des cibles plus faciles. C'est difficile à dire avec certitude, mais il est probable que les mesures de sécurité mises en place ont joué un rôle dissuasif. Après, on peut aussi imaginer qu'ils ont préféré se concentrer sur d'autres cibles moins protégées. Oui, c'est ça, c'est possible. Mais bon, le rapport mentionne quand même 2 attaques de rançongiciel qui ont eu pendant les GOP. Oui, alors, il y a eu le cas du Grand Palais, le réseau informatique qui a été touché par un rançongiciel qui s'appelle BrainCypher. Ça a rendu inaccessible un logiciel utilisé par plusieurs musées. Ah oui, d'accord. Heureusement, le réseau était segmenté, isolé du réseau principal des Européens. Ouf, c'est chanceux ça. Oui, ça a permis de limiter les dégâts. Et puis, il y a eu l'université Paris-Saclay qui a été victime d'une attaque White Rabbit. White Rabbit, oui, j'en ai entendu parler. Ça a impacté le laboratoire antidopage français notamment. Mais là encore, la segmentation des réseaux et une réaction rapide ont permis de limiter l'impact. C'est important ça, la segmentation des réseaux. Ah oui, c'est crucial. Ça permet de compartimenter les données et d'éviter qu'une infection se propage à tout le système. Donc on peut dire que pour les JOP, le bilan est plutôt positif sur le plan de la cybersécurité. Oui, on peut dire ça. Ça montre que la France était bien préparée et que les mesures de protection mises en place ont été efficaces. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une attaque. Non, c'est sûr, et la vigilance reste de mise. Et justement, le rapport, il met en lumière aussi des actions de déstabilisation qui ont eu lieu pendant les JOP. Oui, c'est ça, c'est une tendance qu'on observe de plus en plus. Des groupes activistes qui profitent d'événements médiatiques comme les GOP pour faire parler d'eux. Ouais, en gros, ils veulent se faire de la pub, c'est ça. C'est souvent ça, oui. Ils veulent attirer l'attention sur leur cause, même si leurs actions n'ont pas forcément un impact réel sur le déroulement des événements. Et concrètement, ils font quoi, ces groupes activistes? Alors, leur méthode, c'est souvent les attaques DDoS, les fameuses attaques par déni de service distribué. En gros, ils saturent un serveur avec des requêtes, ce qui le rend inaccessible. Ah oui, d'accord. Et puis, ils revendiquent aussi des exfiltrations de données, même si ce n'est pas toujours avéré. Ça veut dire qu'ils disent avoir volé des données, mais en fait, ils les ont peut-être pas vraiment vous. Voilà, c'est ça. C'est difficile à vérifier, mais ça leur permet de faire du bruit, de semer le doute. On peut donner des exemples concrets pour que les gens comprennent bien. Oui, bien sûr. Il y a eu le groupe l'ULSEC Muslims qui a dit avoir piraté le Comité national olympique et sportif français, le CNOSF. Ils ont dit avoir volé des données, mais ça n'a jamais été confirmé. D'accord. Et puis, il y a eu le groupe Berezini, Niezavia, qui a attaqué l'agence antidopage polonaise, la Polada. Là, ils ont diffusé des données,
mais on ne sait pas si elles étaient authentiques ou si elles avaient été manipulées. Donc en gros, c'est de la manipulation de l'information. C'est ça. C'est souvent le cas. Ils veulent influencer l'opinion publique, créer de la confusion. Et l'espionnage, alors, là, regarde. Parce qu'on imagine que les JOP, c'est aussi une cible de choix pour les espions. Ah oui, bien sûr. Ah. L'ANSSI avait d'ailleurs anticipé un risque accru d'espionnage pendant les Jeux. Et du coup, ils ont détecté des choses? Oui, ils ont géré plusieurs incidents. Ils ont notamment traité la compromission d'une entité liée à l'organisation des Jeux OP. Ah, oui. Et c'était qui, les responsables? Les investigations ont révélé une activité qui remontait à 2022 au moins. Ah ouais, quand même. Et l'ONSIC suspecte un acteur chinois d'être derrière cette intrusion. Heureusement, ils l'ont découverte et neutralisée avant le début des Jeux. Ouf, encore une fois. C'est important de le souligner, ça, la vigilance, l'anticipation. Absolument, c'est crucial. Et au-delà des JOP, le rapport, il insiste aussi sur le fait que nos systèmes informatiques, ils restent très vulnérables. Hein. Tout à fait. Les faiblesses techniques, c'est une porte d'entrée constante pour les attaquants. Ouais, c'est ça. On peut avoir les meilleurs systèmes de sécurité du monde. Si on laisse une porte ouverte, eh bien, ça sert à rien. Exactement. C'est pour ça que l'ONSI insiste sur le durcissement des systèmes. Le durcissement, c'est-à-dire où là? C'est-à-dire mettre en place toutes les mesures de sécurité nécessaires pour rendre les systèmes plus résistants aux attaques. Ça passe par la mise à jour des logiciels, la configuration des pare-feux, la gestion des mots de passe, la sensibilisation des utilisateurs. Ouais, d'accord. C'est un travail de fond, mais c'est indispensable. L'ONSSI rappelle d'ailleurs un triptyque essentiel. Sécurisation, supervision et réponse à incidents. 3 piliers en gros, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il faut sécuriser les systèmes, les surveiller en permanence et être prêt à réagir en cas d'incident. Et le problème, c'est qu'on observe encore beaucoup de négligence de la part des entreprises, des organisations. Oui, malheureusement, c'est vrai. On voit encore trop souvent des systèmes qui sont mal configurés, des mots de passe faibles, des logiciels obsolètes. C'est un peu comme si on fermait sa porte d'entrée à clé, mais qu'on laissait les fenêtres grandes ouvertes. C'est exactement ça. Et ça profite aux attaquants. Et parmi les points faibles qu'on retrouve souvent, il y a l'Active Directory. Ah oui, l'ADG, c'est une cible de choix pour les attaquants. Pourquoi ça? Expliquez-nous un peu pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Alors, l'ADG, c'est un peu le cerveau du système informatique d'une entreprise. Il gère les utilisateurs, les mots de passe, les droits d'accès. Si un attaquant parvient à compromettre l'AD, il peut potentiellement prendre le contrôle de tout le réseau. Ah ouais, quand même. C'est pour ça que cette sécurisation est absolument primordiale. Et comment on fait concrètement pour sécuriser l'ADD? Alors, il y a plusieurs choses à faire. Il faut déjà le configurer correctement, mettre en place des mots de passe forts, activer l'authentification multifactorielle. L'authentification multifactorielle, c'est quoi? Ça passe? C'est un système qui demande une deuxième preuve d'identité en plus du mot de passe. Par exemple, un code reçu par SMS ou une notification sur son téléphone. Ah oui, d'accord. Ça permet de rendre les comptes plus difficiles à pirater. C'est bien ça. Et puis, il faut aussi surveiller l'AD en permanence pour détecter toute activité suspecte. Ouais. Il existe des outils qui permettent de faire ça, des SIEM par exemple, qui analysent les journaux d'événements et qui alertent en cas d'anomalie. C'est important ça, la surveillance. Ah oui, c'est crucial. Parce que si on ne surveille pas, on ne peut pas détecter les attaques à temps. Et même avec un AD bien sécurisé, il y a d'autres failles qui peuvent être exploitées. Hein. Oui, tout à fait. Les attaquants, ils cherchent toujours le maillon faible. Ça peut être une vulnérabilité dans un logiciel, un mot de passe mal géré, un utilisateur qui clique sur un lien malveillant. Ouais, c'est ça. Il suffit d'une seule faille pour que tout le système soit compromis. Donc la vigilance, elle est de mise à tous les niveaux. Exactement. Il faut être vigilant en permanence à tous les niveaux de l'organisation. Et les systèmes d'exploitation obsolètes, ça aussi c'est un problème récurrent. Hein? Ah oui, c'est une plaie. On a l'impression que ça fait des années qu'on en parle. Mais le problème, il est toujours là. Oui, c'est ça. Il y a encore beaucoup trop d'entreprises qui utilisent des systèmes d'exploitation qui ne sont plus supportés, qui ne reçoivent plus de mise à jour de sécurité. Ouais. C'est comme rouler avec une voiture dont les freins ne sont plus aux normes. C'est extrêmement risqué. Et le pire, c'est que souvent les entreprises, elles le savent qu'elles sont vulnérables, mais elles ne font rien. Oui, c'est ça. Parfois, c'est par négligence, parfois, c'est par manque de moyens, parfois, c'est par peur de perturber le fonctionnement de l'entreprise. Ouais, je comprends. Mais bon, il faut quand même les sensibiliser et leur faire comprendre que c'est un risque qu'elles ne peuvent pas prendre. Absolument. La cybersécurité, c'est un investissement. Ça coûte de l'argent, c'est sûr, mais ça coûte beaucoup moins cher que de subir une cyberattaque. C'est clair.
Et le rapport, il donne aussi des conseils concrets pour améliorer la sécurité des systèmes informatiques. Oui, tout à fait. Il y a plein de choses à faire. Par exemple, il est important de segmenter le réseau interne, de mettre en place des VLAN privés avec des règles de filtrage strictes. Des VLAN, c'est quoi ce VLAN? C'est un peu comme des compartiments étanches dans un navire. Si un compartiment est percé, l'eau ne se répand pas partout. Ah oui, d'accord. Donc, si une partie du réseau est compromise, ça limite les dégâts. C'est bien ça. Et puis, il faut aussi privilégier l'authentification forte avec des certificats numériques ou des clés de sécurité physique. Parce que les mots de passe, c'est plus suffisant. Les mots de passe, c'est bien, mais ça peut être facilement compromis. Oui, c'est vrai. Alors que les certificats numériques ou les clés de sécurité physique, c'est beaucoup plus sûr. D'accord. Et puis, bien sûr, il ne faut jamais oublier les sauvegardes. Ah oui, les sauvegardes, c'est la base. C'est la base de la sécurité informatique. Il faut faire des sauvegardes régulières et les stocker hors ligne pour être sûr de pouvoir restaurer ces données en cas d'attaque. Ouais, c'est clair. Parce que si on est victime d'un rançongiciel, par exemple, et qu'on n'a pas de sauvegarde, on est vraiment mal. On est cuit, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, on a bien parlé des failles techniques. Maintenant, parlons des méthodes utilisées par les attaquants. Le rapport, il met en avant une tendance inquiétante, le ciblage de la chaîne d'approvisionnement. Oui, c'est une technique de plus en plus utilisée par les cybercriminels. En gros, c'est quoi la chaîne d'approvisionnement? C'est l'ensemble des entreprises qui participent à la production et à la distribution d'un produit ou d'un service. D'accord. Et les cybercriminels, ils ciblent les maillons faibles de cette chaîne pour atteindre leur cible finale. C'est-à-dire? Par exemple, ils peuvent pirater un fournisseur de logiciels pour infecter tous ses clients. Ah ouais, d'accord. Ou alors, ils peuvent compromettre un prestataire de services informatiques pour accéder au système de ses clients. Donc c'est une attaque indirecte, en fait. Exactement. C'est plus discret et ça permet de toucher un grand nombre de victimes. Et le rapport, il donne des exemples concrets d'attaques de ce type. Oui, bien sûr. Il y a eu l'affaire Medok-NotPetya en 2017, où un logiciel de comptabilité ukrainien a été utilisé pour diffuser un rançongiciel qui a paralysé des entreprises dans le monde entier. Ah oui, je me souviens de ça. Et puis, il y a eu l'affaire SolarWinds en 2020, où un logiciel de surveillance réseau a été compromis pour espionner des organisations gouvernementales et des entreprises américaines. C'est un gros scandale, ça. Oui, ça a eu un impact énorme. Et puis, plus récemment, il y a eu la compromission du projet open source XZUT en 2024. XZUT, c'est quoi, Saphir? C'est une bibliothèque logicielle utilisée par des millions de développeurs dans le monde. Ah oui, d'accord. Et les attaquants, ils ont réussi à introduire du code malveillant dans cette bibliothèque pendant 3 ans. 3 ans. Mais comment ils ont fait? Ils ont été très patients, très discrets, ils ont infiltré le projet, ils ont gagné la confiance des développeurs et ils ont réussi à introduire leur code sans se faire repérer. C'est dingue, ça. Oui, ça montre à quel point les attaques sur la chaîne d'approvisionnement peuvent être sophistiquées. Et la fuite de données chez Anydesk, début 2024, c'est aussi une attaque sur la chaîne d'approvisionnement. Oui, on peut le voir comme ça. Anydesk, c'est un logiciel de prise de contrôle à distance très utilisé. Ouais, ok. Et les attaquants, ils ont réussi à voler des données sensibles, comme le code source du logiciel, des certificats et des clés privées. Ah mais c'est grave, ça. Oui, c'est très grave, parce que si ces données tombent entre de mauvaises mains, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Imaginez un pirate qui a accès au code source d'Anydesk. Il peut créer une version modifiée du logiciel avec une porte dérobée et l'utiliser pour espionner ou pirater des milliers d'utilisateurs. Exactement. C'est pour ça que les attaques sur la chaîne d'approvisionnement sont si dangereuses. Elles peuvent avoir un impact énorme. Et les attaques via les prestataires de services informatiques, c'est aussi une forme d'attaque sur la chaîne d'approvisionnement. Oui, tout à fait. Les prestataires de services informatiques, ce sont des cibles de choix pour les cybercriminels, Pas quoi ça t'ose? parce qu'ils ont souvent accès au système informatique de leurs clients. Ah oui, d'accord. Et si un prestataire est compromis, eh bien, ses clients sont aussi potentiellement compromis. C'est logique. L'ONCC a d'ailleurs traité plusieurs cas en 2024 où des sous-traitants informatiques étrangers ont été piratés, ce qui a permis aux attaquants d'accéder au système de grandes entreprises françaises. Ah ouais, quand même. Oui, c'est une menace sérieuse. Et du coup, comment on se protège contre ce type d'attaque? Alors, il faut être très vigilant dans le choix de ces prestataires. Il faut s'assurer qu'ils ont mis en place des mesures de sécurité robustes, qu'ils sont certifiés, qu'ils ont une bonne réputation. Ouais. Et puis,
Il faut aussi limiter les accès qu'on leur donne à nos systèmes. C'est des Il faut leur donner accès uniquement aux informations dont ils ont besoin pour faire leur travail. D'accord. Et il faut surveiller leur activité pour détecter toute anomalie. Ok, donc la vigilance, encore une fois. Exactement, la vigilance, c'est la clé. Bon, on a vu que les attaquants, ils sont de plus en plus malins, de plus en plus sophistiqués. Et justement, parlons maintenant de l'évolution de leurs outils et de leurs infrastructures. Le rapport, il met en avant une tendance forte en 2024. L'utilisation des réseaux d'anonymisation. Oui, c'est une technique qui est de plus en plus utilisée par tous les types d'attaquants, des cybercriminels au groupe APT, en passant par les activistes. Les réseaux d'anonymisation, c'est quoi ça? Ce sont des réseaux qui permettent de masquer son adresse IP, donc de cacher sa véritable identité en ligne. Ah oui, d'accord. Le réseau le plus connu, c'est Tor. Tor, oui, j'en ai entendu parler. Mais il y a aussi des VPN commerciaux, des proxys, etc. Et pourquoi les attaquants, ils utilisent ces réseaux? Pour plusieurs raisons. Déjà, ça leur permet de rester anonymes, de rendre les enquêtes plus difficiles. Ouais, c'est logique. Et puis, ça leur permet aussi de contourner les blocages géographiques, d'accéder à des ressources qui sont interdites dans leur pays. Ah oui, d'accord. Par exemple, un attaquant en Chine peut utiliser un VPN pour accéder à un site web bloqué par le gouvernement chinois. Ok, je comprends. Et ça leur permet aussi de se protéger contre les attaques DDoS. Ah bon? Comment ça prie? Si leur adresse IP est masquée, les attaquants ne peuvent pas les cibler directement avec une attaque DDoS. Ah oui, c'est malin ça. Donc, les réseaux d'anonymisation, c'est un outil très puissant pour les attaquants. Et le rapport, il dit quoi sur l'utilisation de ces réseaux? Il dit que c'est une tendance en forte hausse. On observe de plus en plus d'attaquants qui les utilisent et ça rend les enquêtes de plus en plus difficiles. Ouais, je comprends. Parce que quand on ne sait pas qui est derrière une attaque, c'est plus difficile de se défendre. C'est clair. Et puis, ça rend aussi plus difficile l'attribution des attaques. L'attribution, c'est quoi? C'est le fait de déterminer qui est responsable d'une attaque. Ah oui, d'accord. Par exemple, est-ce que c'est un groupe de cybercriminels, un groupe APT, un État? Ouais, c'est important de savoir ça. Oui, c'est crucial. Parce que ça permet de mieux comprendre les motivations des attaquants, de savoir à quoi on a affaire. Et du coup, les réseaux d'anonymisation, ça rend l'attribution plus difficile. Oui, beaucoup plus difficile. Je comprends. Parce qu'on ne peut pas remonter facilement à l'origine de l'attaque. Donc c'est un vrai défi pour les enquêteurs. Exactement. C'est un défi majeur. Bon, et le rapport, il parle aussi d'attaque à objectif capacitaire, si j'ai bien compris. Oui, c'est un terme un peu technique, mais en gros, ça veut dire que les attaquants, ils ne cherchent pas forcément à faire des dégâts immédiatement. D'accord. Ils veulent d'abord se mettre en place, acquérir des capacités, pour pouvoir frapper plus tard, quand ils décideront. C'est un peu comme un espion qui s'infiltre dans un pays, mais qui attend le bon moment pour agir. C'est exactement ça. Et concrètement, ça se traduit comment ces attaques capacitaires agir? Ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être de la recherche de vulnérabilité, de la collecte d'identifiants, de la préparation d'attaques sur la chaîne d'approvisionnement. D'accord. Le but, c'est de se donner les moyens d'agir plus tard, quand les conditions seront réunies. Et le rapport, il donne des exemples d'attaques capacitaires à agir. Oui, il cite notamment le ciblage d'entreprises du secteur numérique et de la cybersécurité par le groupe Nobelium. Nobelium, c'est qui? Ça fait bien. C'est un groupe APT russe lié au service de renseignement extérieur russe, le SVR. Ah oui, d'accord. Et on pense qu'il cible ces entreprises pour acquérir des connaissances, des outils, des accès qui leur permettront de mener des attaques plus sophistiquées à l'avenir. C'est un peu comme s'ils voulaient s'équiper pour la guerre, en fait. C'est exactement ça. Et les groupes chinois, ils utilisent aussi des attaques capacitaires. Oui, bien sûr. L'ONSIA a observé ça dans plusieurs opérations de cyberdéfense ces dernières années. D'accord. Il y a notamment le cas des réseaux Orbiaver, SpaceHop et Kavi Botnet. C'est quoi ces réseaux, d'ailleurs? Ce sont des réseaux d'ordinateurs infectés par des logiciels malveillants qui sont contrôlés à distance par des attaquants. Ah oui, d'accord. Et ces réseaux, ils peuvent être utilisés pour mener des attaques DDoS, diffuser des spams, voler des données, etc. Donc c'est un peu des armées numériques. Et ça. Voilà, c'est ça. Et le rapport, il dit quoi sur ces réseaux chinois? Il dit qu'ils sont de plus en plus vastes, de plus en plus sophistiqués. D'accord. Les attaquants chinois, ils ont beaucoup de ressources. Ils investissent massivement dans la cyberguerre. Et du coup, c'est difficile de les contrer. Oui, c'est très difficile. Parce qu'ils sont très bien organisés, très discrets, très patients. Et la campagne Voltyphoon, ça aussi, c'est une attaque capacitaire. Oui, tout à fait. Voltyphoon, c'est une campagne d'espionnage attribuée à la Chine.
D'accord. Et ce qui la caractérise, c'est sa furtivité. Les attaquants, ils utilisent des techniques de living off the land. Living off the land, c'est quoi? Ça, C'est une technique qui consiste à utiliser les outils légitimes présents sur les systèmes des victimes pour mener l'attaque. Ah oui, d'accord. Par exemple, au lieu d'installer un logiciel malveillant, ils vont utiliser PowerShell, qui est un outil d'administration système intégré à Windows. C'est malin, ça. Oui, c'est très malin, parce que ça rend l'attaque plus difficile à détecter. C'est clair. Et puis, les attaquants de Voltifoon, ils sont très prudents, ils effacent leurs traces, ils laissent rien au hasard. Donc c'est une menace sérieuse, ça. Oui, très sérieuse. Et le rapport, il parle aussi d'un brouillage des frontières entre les acteurs étatiques et les cybercriminels. Oui, c'est une tendance qu'on observe de plus en plus. C'est-à-dire? Avant, on avait d'un côté les groupes APT, qui étaient liés à des États, et de l'autre côté les cybercriminels, qui étaient motivés par l'appât du gain. Mais aujourd'hui, les frontières sont de plus en plus floues. D'accord. On voit des groupes APT qui utilisent des techniques de cybercriminalité et on voit des cybercriminels qui collaborent avec des États. Ah ouais, quand même. Oui, c'est le cas par exemple du groupe Romcom. Romcom, c'est qui, ça? C'est un groupe hybride qui a des motivations à la fois d'espionnage et financières. D'accord. Ils peuvent très bien voler des données sensibles pour un État et ensuite les revendre sur le marché noir. Ah oui, d'accord. Donc la distinction entre APT et cybercriminel, elle est de moins en moins pertinente. C'est clair. On a affaire à un écosystème cybercriminel de plus en plus complexe, de plus en plus interconnecté. Et du coup, c'est plus difficile de se défendre, Oui, beaucoup plus difficile. parce qu'on ne sait plus vraiment à qui on a affaire. Exactement. Et le rapport, il parle aussi des motivations des attaques en 2024. Oui, il distingue 3 grandes catégories de motivation financière, de déstabilisation et d'espionnage. On va commencer par les motivations financières. Alors, les attaques à but lucratif, elles continuent de représenter une menace majeure. Ouais, c'est pas vraiment une surprise, ça. Non, c'est vrai. Les cybercriminels, ils cherchent à gagner de l'argent, c'est leur motivation principale. Et du coup, ils utilisent quelle technique? Principalement les rançongiciels. Les rançongiciels, oui, on en entend parler tout le temps. Oui, c'est une technique très efficace. C'est-à-dire NIA. Le rançongiciel, il chiffre les données de la victime et il demande une rançon pour les déchiffrer. Ah oui, d'accord. Et si la victime ne paie pas, elle perd ses données. C'est terrible, ça. Oui, c'est une technique très cynique. Et le rapport, il dit quoi? Sur les rançongiciels. Il dit qu'ils sont de plus en plus sophistiqués. D'accord. Les attaquants, ils ciblent de plus en plus les environnements cloud, les sauvegardes, les hyperviseurs. Les hyperviseurs, c'est quoi, ça? C'est des logiciels qui permettent de faire tourner plusieurs machines virtuelles sur un seul serveur physique. Ah oui, d'accord. Et si l'hyperviseur est compromis, eh bien, toutes les machines virtuelles qui tournent dessus sont aussi compromises. Ah ouais, c'est dangereux, ça. Oui, c'est très dangereux. Et le rapport, il donne des exemples de rançongiciels qui ciblent les hyperviseurs. Oui, il cite notamment Malox, RansomHub et Killon. Keylane, c'est un nom bizarre, ça. Oui, c'est un rançongiciel qui a été développé par un groupe APT chinois. Ah, bon, bah. Oui, c'est une tendance qu'on observe de plus en plus. Des groupes APT qui se lancent dans la cybercriminalité. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Exactement. Et du coup, les conséquences des attaques de rançongiciel, elles peuvent être très graves, hein. Oui, absolument. Ça peut aller jusqu'à la faillite de l'entreprise si elle n'a pas de sauvegarde. Tout à fait. Et même si elle a des sauvegardes, ça peut quand même coûter très cher. Oui, c'est sûr. Il y a le coût de la restauration des données, le coût de l'enquête, le coût de la communication de crise. Et puis, il y a aussi l'impact sur la réputation de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Une attaque de rançongiciel, ça peut ternir l'image d'une entreprise pendant des années. C'est clair. Donc, il faut vraiment prendre le rançongiciel au sérieux.